Salut d'abord à celles et ceux qui sont avec nous. Allô? Allô? Salutations à celles et ceux qui se branchent dans une bibliothèque quelque part au Québec. On est content que vous soyez avec nous. Salutations à Fanny Britt. Bonjour. Qui est avec nous aujourd'hui pour ce premier atelier de lettres attachées. C'est quand même assez fantastique. Ça fait plusieurs mois qu'on parle de ce projet-là, parler d'écriture, parler de créativité, parler de la langue française, visiter des bibliothèques un peu partout au Québec, puis faire des ateliers avec des gens comme celles et ceux qui sont là, celles et ceux qui sont dans la bibliothèque en ce moment. Puis là, on est rendu là. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à distance, mais nous, on est à Saint-Marc-sur-Richelieu, à l'est de Montréal, au sud de la Montérégie. C'est bordé par la frontière américaine. Donc, Saint-Marc-sur-Richelieu, municipalité de 2300 habitants. Selon les statistiques que j'ai ici, il y a 520 abonnés dans cette bibliothèque où on est, ce qui veut dire le quart de la population. Fait que les gens aiment encore les livres. Bonne nouvelle. Ça a été inauguré en 1980, cette bibliothèque-là. Il y a des bibliothèques qui ont aidé des bénévoles, c'est-à-dire qui ont aidé à la construction, qui ont aidé à l'établissement de la bibliothèque. Et elle s'appelle Archambault-Trépanier, du nom du couple qui a lancé le projet, Frédéric Archambault et Michel Trépanier. Ça a été nommé en 2008. De cette façon-là, il y a plein de bénévoles qui travaillent ici, une vingtaine en fait, j'en ai rencontré aujourd'hui. Et il y en a une qui s'appelle Nicole Roland, qui travaille ici depuis 40 ans comme bénévole. Ça, c'est du dévouement à la littérature et à la lecture. Et tout le monde est sous la supervision de Annie-Claude Duchesne-Perron. Voilà, les informations cléricales sont dites. On va commencer par présenter Fanny Britt, autrice, évidemment, de romans, de théâtre, même de télévision, de cinéma aussi. Tu viens de l'Abitibi, arrivé à Montréal à l'âge de 3 ans. Ouais. C'est là, j'imagine, que toute la créativité est arrivée dans ta vie. La première question évidente, comment l'écriture, comment les mots sont arrivés dans ta vie? Mais c'est drôle parce que pour moi, c'est comme si ils ont toujours été là, les mots. Ouais. Je me souviens pas, en fait, d'avoir découvert la littérature. C'est comme si j'étais née dedans, même si je viens pas d'une famille littéraire spécialement. C'est-à-dire, ma mère est une grande lectrice, mais aucun de mes parents travaillait en littérature ou écrivait vraiment. J'ai l'impression que ça m'a toujours accompagnée. Très jeune, je me souviens d'essayer de déchiffrer les noms des rues, puis les mots sur les boîtes de céréales, puis les mots dans le journal. J'étais très intriguée par les mots. Puis dès que j'ai appris à lire, en fait, tout début du primaire, j'ai eu une espèce de coup de foudre pour les histoires, pour les livres. C'était mon rempart. Je me cachais dans les livres. J'étais très timide. Donc, c'est un classique, là, l'enfant timide qui aime lire, mais c'est tout à fait vrai dans mon cas. Est-ce que tu as été une lectrice hâtive? Bien, je lisais pas des livres à 4 ans. Okay. Je ne savais pas comme ce genre de lectrice prodige. De génie. Non, c'est ça, pas du tout. Puis j'ai toujours aimé aussi la littérature jeunesse, c'est-à-dire, c'est vrai que, bon, à 10-12 ans, j'ai lu des trucs totalement inappropriés pour mon âge, là, dans la bibliothèque de ma mère. C'est Marguerite Duras, puis les trucs étaient comme, qui dépassaient vraiment ma compréhension. Tes parents te trouvent avec un livre, ça vous est sûrement arrivé là, de prendre quelque chose, puis vos parents sont comme, non, mais c'est ça, pour un petit peu plus tard, peut-être. Mais des fois, il arrive trop tard. On est déjà dedans. Ils n'ont pas le choix de nous laisser aller au bout. Puis là, les idées sont entrées dans notre tête, puis c'est trop tard. Mais non, mais parallèlement à ça, j'avais un vrai attachement à la littérature jeunesse quand j'étais jeune, puis j'en ai lu vraiment à la mesure là, de mon âge, toujours au fil des ans. Ça a comme toujours été là. Bon, tu en as écrit évidemment de la littérature jeunesse. Est-ce que tu trouves parfois que quand on parle de livres pour les jeunes, il y a un traitement qui est comme une forme de sous-catégorie, comme si c'était pas vraiment de la littérature alors que ça en est? Oui. Bien, moi, j'ai l'impression que ça tend à changer un petit peu parce que je pense qu'on a un milieu aussi au Québec en littérature jeunesse qui est vraiment foisonnant. Aussi, pour le livre illustré, il y a un vrai respect maintenant, je trouve, pour le travail d'illustrateur. Puis ça fait que j'ai l'impression qu'on a comme découvert une sorte de nouveau respect, de déférence pour ce style littéraire-là, du livre illustré, je veux dire, en particulier, parce qu'on a aussi beaucoup de BD pour adultes, puis on dirait que ça communique mieux entre les âges. Mais c'est sûr que, je veux dire, moi, je trouve qu'on y perd, en fait. Quand on considère la littérature jeunesse comme une sous-littérature, j'ai l'impression qu'on y perd. Par exemple, Jane, Le Renard et moi, que j'ai écrit pour la jeunesse,
je peux pas te dire le nombre d'adultes qui sont venus nous parler de ce livre-là depuis 10 ans. Ça va faire très, très bientôt 10 ans que le livre a été publié. Et les adultes ont été aussi touchés que les jeunes par ce livre-là. Et c'est aussi parce que je pense que et Isabelle et moi, on tenait à ce que ça soit un livre sur l'enfance, hein, plus qu'un livre qui parle aux enfants. C'était un livre qui parlait des enfants. Où on essayait toujours de se mettre dans le point de vue, du point de vue d'Hélène, notre personnage principal. Je pense que ça, c'est important. Puis, je me suis exactement passé cette réflexion-là en lisant cette BD-là, c'est-à-dire, à la télé, on parle de co-viewing en anglais, c'est-à-dire de regarder entre parents, enfants, cette télévision-là ou ces émissions-là. Mais en lisant la BD ou en lisant cette littérature graphique, pour moi, c'était la même chose. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est des trucs qui amènent des conversations que vous pourriez avoir avec vos parents, tu sais. Bien, c'est aussi parce qu'on a tous eu une enfance, en fait. Peu importe de quoi elle a été constituée, on a tous vécu notre enfance. Ouais. Donc, on a tous quelque chose à dire sur notre enfance. Puis, je pense que nos enfants gagnent aussi à découvrir l'enfance que leurs parents ont eue, parce que souvent, ils nous considèrent comme des adultes tout faits, là, comme des gens qui ont toujours été des adultes. Oui, c'est ça. Puis leur nous avons été des enfants. Oui, on a été des petits, nous aussi. Puis on dirait que ça aide un peu à nous humaniser aux yeux de nos enfants. Complètement. Bon, je veux qu'on revienne au début, parce qu'on a parlé de cette idée d'avoir beaucoup aimé les mots, d'avoir aimé la littérature jeunesse, mais il y a un pas quand même entre aimer lire et décider d'écrire. Comment, toi, l'idée d'écrire était venue? C'est comme si ça s'était passé au-delà de ma volonté. Là. Je me suis mise à écrire à peu près en même temps que je me suis mise à savoir lire, en fait, à savoir le faire. J'ai commencé à écrire de la fiction dès que j'ai su écrire, en fait, parce que j'étais pas sportive, j'étais assez timide, assez solitaire. Il y a eu des moments aussi dans mon enfance que je relate un peu dans Jane, le renard et moi, où j'étais assez seule aussi, c'est-à-dire pas juste solitaire, mais seule, exclue, tu sais. Et bien, l'écriture d'histoire, je pense que c'était une façon de m'évader, c'était une façon de me projeter dans un monde sur lequel j'avais un peu de contrôle. Puis aussi, ben, c'était super amusant pour moi. Je faisais des fausses revues, des magazines que je faisais avec des fausses photos, puis des articles de fond. Puis j'ai reçu une dactylo pour Noël quand j'avais à peu près 9 ans. C'est une dactylo, c'est l'ancêtre d'un ordinateur, vous comprenez, avant qu'on puisse avoir des écrans et tout. C'est ça, il n'y avait pas d'écran. On mettait une feuille de papier, on roulait comme ça, puis là, on tapait sur un clavier. Puis si on faisait une faute, il fallait recommencer la page au complet, parce que c'était déjà imprimé. Le cauchemar! Littéralement. Est-ce que n'importe qui peut écrire? Ah, moi, je pense que oui. Oui, moi, je pense que n'importe qui peut écrire. Je pense qu'il faut avoir envie, puis je pense qu'il faut écrire. C'est tout. Il faut écrire. Il faut le faire. C'est sûr que ça aide de lire pour écrire. Moi, j'avoue que je l'observe chez des enfants de mon entourage, par exemple. Ceux qui lisent beaucoup, quand ils arrivent devant une feuille, quand ils ont une rédaction à faire, ça a tendance à sortir plus naturellement. Ils ont tendance à avoir plus confiance. Mais même chez ceux qui lisent peu, quand l'élan est là, puis surtout quand on se laisse la liberté, en fait, de créer, la liberté d'inventer quelque chose sans jugement. Je pense que c'est ça la chose la plus difficile, c'est le jugement qu'on porte sur soi-même quand on travaille. Tantôt, tu parlais de cette idée d'écrire, bon, parce que tu étais seule, parce que tu étais seul et ou solitaire, ou les deux à la fois, ce qui est une combinaison plutôt difficile. Est-ce qu'il y a une façon dans l'écriture, et j'ai pas de meilleur mot que ça, c'est un peu un anglicisme, mais de manifester quelque chose à travers l'écriture, c'est-à-dire de vivre quelque chose, une émotion qui peut être pas nécessairement positive, et d'écrire une histoire pour nous aider à nous sortir de cette émotion qui est peut-être négative, là? Ah oui, assurément. Assurément. Moi, je sais que en tout cas, les histoires que j'écrivais quand j'étais jeune étaient presque toutes des pures projections de ce que j'aurais voulu vivre, en fait. Puis c'est pour ça que des fois,
on regarde les choses qu'on a écrites quand on était jeune, puis bon, des fois, on peut être sévère, on se dit « Oh mon Dieu, tu sais, ça manquait de... Mon style n'était pas au point, ou bon, c'est un peu cliché, tout ça. » Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, parce que je pense que ce qu'il faut regarder, c'est surtout ce qu'on faisait pendant qu'on écrivait. Et c'est ce que tu nommes là, c'est la projection. C'est de la projection. Ouais. C'est pas juste s'évader, c'est aussi se concevoir ailleurs que là où on est. Ça peut vraiment nous sauver, ça. À 100 Puis pas se juger, tu l'as dit tantôt, c'est important. De toute façon, on va le vivre aujourd'hui à travers l'atelier, mais c'est tellement important de laisser ce qui est en nous sortir sans le juger à la source, sans se mettre de filtre avant que ça sorte. Bon, présentons un peu les livres, en tout cas jeunesse, que tu as écrits. Je vais te laisser choisir par quoi tu veux commencer de parler. Bien, je pourrais commencer par Les Féliciens, puisque c'est les premiers, en fait, que j'ai écrits en jeunesse. Avant, j'avais écrit essentiellement du théâtre, que je continue d'ailleurs d'écrire. Mais Féliciens, c'était une série dans laquelle j'avais envie d'aborder l'idée de l'aventure puis du voyage. C'était pour les premiers lecteurs, donc c'est vraiment des petits courts romans qu'on lit plutôt au début du primaire. Et là, vous allez découvrir à quel point je m'inspire de ma propre expérience et des gens qui m'entourent. On dit souvent que les écrivains, on est un peu des vampires, on est des voleurs de vie. C'est bien vrai. On vole nos propres vies, mais on vole souvent les vies de nos entourages, de notre entourage. Alors, Félicien, donc, c'était vraiment mon fils aîné, Darius, qui a inspiré ce personnage-là. Félicien, c'est d'ailleurs son deuxième prénom. Donc, souvent, il y a des clins d'œil aussi dans la fiction, même si on invente des personnages à partir des gens qu'on connaît, on laisse des indices, comme ça, ils savent que c'est basé sur eux. Puis ça a été une première expérience vraiment... super emballante pour moi avec Marianne Dubuc, qui est une formidable illustratrice. Puis ça m'a fait comprendre que cette façon-là de travailler en collaboration me plaisait beaucoup, me fait penser au théâtre. Pour moi, c'est un rapport qui ressemble à auteur-metteur en scène. Le rapport auteur-illustrateur. Tu peux voir ton histoire à travers l'œil de quelqu'un d'autre. Oui, puis c'est que ça l'a fait se déployer, en fait. Le texte seul, dans l'album illustré, il n'est pas la totalité de l'œuvre. Ça prend les illustrations pour la faire comme gonfler. C'est un peu comme un pain pas cuit puis un pain cuit. Les ingrédients sont là, mais c'est pas encore besoin du four. Mangeable. Oui, c'est ça. Faut que ça lève. Faut que ça lève, faut que ça cuise. Puis j'ai eu comme la piqûre, en fait, avec les Féliciens. Donc, Félicien, inspiré de Darius. Oui. On peut regarder Truffe. Truffe, c'est donc le plus récent, qui est paru l'an dernier. Donc, vraiment, Les Féliciens, si je ne me trompe pas, c'est 2008, autour de 2008. Donc, ça fait 14 ans. Et là, Truffe, c'est l'an dernier. Et Truffe, lui, a été inspiré grandement de mon autre fils, qui s'appelle Hippolyte, mais qui a cette espèce de champignon de cheveux roux dans la vraie vie. Oui, champignon de cheveux roux. Et qui adore la musique, qui adore le rock, qui est passionné de tout ce qui concerne la musique pop. D'ailleurs, Nicolas est un de ses idoles parce qu'il est une encyclopédie de la pop. On a eu quelques bonnes conversations au coin de la rue. On habite dans le même quartier, là, sans devenir trop inside baseball, comme on dit en anglais. Mais j'ai croisé Hippo des fois qui revenait de son cours de piano. Voilà, exact. Et puis qui veut toujours savoir c'est quoi les nouvelles chansons qu'il faut écouter. Puis, ben, dans le cas de Truffe, oui, c'était aussi, c'est vrai, une sorte d'hommage à son enfance, à Hippolyte, mais c'est aussi le plaisir qu'on a quand on découvre qu'un personnage qu'on a écrit a autre chose à nous apporter. Parce que Truffe, c'est un personnage qui existait déjà dans Louis parmi les spectres, qui est la deuxième collaboration que j'ai faite avec Isabelle Arsenault. Truffe étant la troisième, Jane Le Renard étant la première. Et Truffe, c'était le petit frère de Louis. Dans Louis parmi les spectres, dans un livre qui est beaucoup plus sombre, qui s'adresse
aux enfants un petit peu plus âgés. Et Truffe était comme l'espèce de soleil, comme on dit en anglais. Il y avait déjà cette candeur dans Louis parmi les spectres. On appelle ça en anglais le comic relief, donc le soulagement par l'humour. C'est le rôle que Truffe jouait dans Louis, parce que c'était une histoire plutôt sombre. Et les gens se sont comme emballés pour lui. Ce petit gars-là qui parlait juste de musique soul, puis de vouloir chanter, puis qui a trouvé un raton laveur, qui l'a appelé Michael Jackson et tout ça. Je vois des yeux écarquillés, là, comme tout un personnage. Oui. Puis, on dirait que l'enthousiasme des gens nous a donné comme la permission de continuer avec Truffe, de l'amener plus loin, de lui faire vivre autre chose. Puis ça, c'est un cadeau, en fait, quand nos personnages nous semblent assez vivants pour continuer après nous. Donc ça a été la grande joie de Truffe. De Truffe. Voilà. Et finalement, on le fait dans le désordre chronologique, mais celui-ci, Jane Le Renard et moi, beaucoup plus inspiré de ta vie à toi. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est vraiment c'est notre première collaboration à Isabelle et moi. C'est peut-être le livre le plus important pour moi que j'ai écrit dans ma vie, je pense. Ouais, ben, je veux dire, c'est peut-être gros là, ce que je dis là, mais c'est le livre qui a eu le plus d'impact sur moi et aussi sur mon parcours d'auteur. C'est ça va faire 10 ans en novembre, donc dans quelques jours. Et c'est un livre qui nous a permis de raconter cette histoire-là, qui est une histoire toute simple, qui est une histoire vraiment très autobiographique. Donc, je raconte ce qui m'est arrivé à moi quand j'étais en 5e année, quand j'avais une dizaine d'années. C'est un récit que j'avais à l'intérieur de moi depuis toujours, évidemment, mais je ne l'avais jamais raconté dans mes pièces, je ne l'avais jamais raconté avant ce moment-là. Ça m'a semblé tout à fait naturel de raconter à travers une histoire illustrée. Ben c'est ça, je me suis libérée beaucoup de cette histoire-là que je portais. Puis maintenant, j'y pense, il y a une quinzaine de traductions de Jane Le Renard et moi. Donc, ça a été traduit en coréen, en japonais, en suédois, en portugais. Bon, on a une quinzaine de langues. Ça veut dire que un petit peu partout sur la planète, il y a des Jane. Il y a des Jane, puis il y a des enfants qui sont... qui ont la possibilité, en tout cas, parce que c'était ça mon objectif, évidemment, c'est qu'un enfant qui lirait ce livre-là se dirait « OK, j'ai des pistes de solutions. Si je me sens seule, si j'ai été exclue par mes amis, si je vis cette détresse-là, ben il y a des pistes. » Les 2 pistes que je voulais amener dans Jane, c'était celle de l'amitié réelle, en fait, de c'est quoi un vrai ami, une vraie amie. C'est quoi être accepté tel qu'on est? Comment repérer quelqu'un qui est un vrai ami ou une vraie amie? Et le pouvoir de la littérature. Parce que la fameuse Jane, c'est Jane Eyre, un personnage de la littérature anglaise du 19e siècle et qui sauve un peu Hélène parce qu'elle s'évade dans ce livre-là. Puis ça lui fait du bien, ça lui donne de l'espoir, ça lui donne envie d'imiter un peu Jane Eyre, de calquer son destin d'une certaine manière. Et ça, c'était entièrement vrai pour moi. J'ai passé à travers ces années-là. Puis ensuite, l'adolescence, même quand on a des amis, puis que, bon, ça va plutôt bien socialement, souvent, ça va pas super bien à l'intérieur de nous quand on est adolescent. Puis la littérature, ça m'a vraiment beaucoup aidé à passer à travers les moments difficiles. Oui, ça nous pas en termes d'éducation, aussi. mais en termes d'élévation. Tu sais, des fois, quand on se sent un petit peu petit ou quand nos émotions sont un peu moins claires ou moins positives, la littérature, ça nous aidera à nous évader, nous élever. Oui, puis aussi à nous décrire, tel qu'on est, à comprendre ce qu'on vit. Puis à nous consoler, je pense, souvent. Ouais. C'est intéressant que tu parles qu'on finisse par parler de Jane Le Renard et moi, parce que c'est le livre, tu l'as dit, le plus important, très personnel par rapport à ton histoire. Puis on va le vivre un peu dans l'exercice tantôt, cette idée de se livrer nous-mêmes. C'est quoi les meilleurs trucs pour être capable
de s'ouvrir. Tu comprends? On vit des choses, on ne sait pas nécessairement comment les manifester. C'est des émotions qui sont intenses. Comment on fait pour se rendre jusque-là? Bien, c'est pas toujours facile. Hein? Il y a des jours où ça se passe pas. Vraiment, il y a des semaines où ça se passe pas. Mais moi, je pense qu'il faut comme apprendre à repérer ce qui amène nos émotions à la surface. Puis c'est différent pour chaque personne. Il y en a pour qui c'est se confier à quelqu'un, parler de quelque chose jusqu'à ce qu'on trouve du sens. Puis après ça, peut-être que là, je suis prête à aller l'écrire parce que j'en ai parlé avec quelqu'un. Pour moi, par exemple, la musique joue un rôle vraiment important. Je trouve que la musique, ça fait monter mes émotions. Je suis assez nostalgique aussi comme personne, donc la musique de mon adolescence, de mon enfance ou que mes parents écoutaient, moi, ça suscite tout de suite des émotions chez moi. Donc là, si je travaille sur un livre ou un spectacle qui aborde une certaine époque ou certains types d'émotions, bien là, je vais replonger dans cette musique-là. Ces émotions-là avec la musique. Voilà. Ah ouais, je comprends. D'ailleurs, vous avez, je pense, sur vos feuilles, là, vous pouvez écrire vos réflexions pendant que vous rencontrez Fanny et moi. Si vous avez des réflexions qui vous passent par la tête, je pense que la petite colonne jaune, vous pouvez écrire vos trucs là, si ça vous tente, s'il y a des choses qui vous passent par la tête. Ça va nous servir probablement un petit peu plus tard. Question facile à poser, complexe à laquelle répondre. Qu'est-ce que tu dirais justement à des jeunes, les gens qui nous regardent, celles et ceux qui sont avec nous, qui auraient envie d'écrire? Ce serait quoi tes conseils principaux? Bien, comme je disais tantôt, je pense qu'il faut écrire, il faut se pitcher, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de quoi ça va avoir l'air. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça serait prêt à être dans un livre? Il ne faut pas se comparer. C'est très dur. C'est ça dans n'importe quelle forme d'art. Ah, mais absolument. Parce qu'il y a un chemin, il y a une progression. Oui, puis même, j'ai 45 ans maintenant, puis je me compare encore. C'est un combat, je pense, de toute la vie quand on fait de la création, parce que il y a plein d'artistes qu'on admire. Très souvent, quand on est auteur, on est d'abord lecteur. Quand on est musicien, on est d'abord mélomane. Puis ça veut dire que on a écouté et lu beaucoup de choses qu'on a adorées. Alors souvent, on fait « Ah, puis moi, ma petite affaire, ça a l'air de... » Je serai jamais aussi bon que... C'est ça. Puis on imagine ce qu'on a dans notre tête, c'est une cathédrale. Ça, c'est une image que j'utilise souvent. Dans notre tête, on a une cathédrale. Puis à la fin de notre projet, peut-être qu'on va avoir fait une belle petite remise de jardin. Mais elle peut être parfaitement faite, là. Elle peut être très, très belle. Mais elle va être bien construite, puis on va s'être rendu au bout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de ne pas se comparer, puis en même temps, il faut se mesurer à ce qu'on aime, à ceux qu'on trouve les meilleurs. C'est-à-dire, il faut avoir cette espèce d'illusion, tu sais, qu'on est en train d'inventer quelque chose qui n'a jamais été écrit. Je pense que ça prend une certaine dose de... C'est une forme de folie, tu sais, c'est une forme d'illusion, mais qui est nécessaire, parce que sinon, on va paralyser. On va être devant la page, puis on va faire « Moi, j'y arriverai pas ». Puis je dirais que peut-être l'autre chose qui est très importante, c'est l'observation. Moi, il n'y a rien qui me sert plus que l'observation. Puis là, comme je vous regarde, puis là, je remarque plein de petits détails, tu sais, les cheveux, les vêtements, la façon de tenir un crayon, comment quelqu'un va comme bouger la patte ou va comme parler avec ses mains. Pour moi, ça, c'est tous des indices. C'est des indices soit de nervosité, de calme, de confiance, de type de personnalité. Et c'est comme ça qu'on construit des personnages. Pour moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les personnages plutôt réalistes ou dans la réalité. Donc, pour ça, il faut que je regarde les gens dans la réalité. Donc, ça aussi, c'est énervant des fois pour l'entourage parce que je suis toujours en train d'observer comment les gens parlent, comment les gens agissent. Je regarde les maisons, je regarde beaucoup par la fenêtre. Je veux dire, même pas par la fenêtre chez les gens, mais j'aime beaucoup prendre des marches le soir parce que souvent, les lumières sont allumées puis on peut voir à l'intérieur. Moi aussi. J'adore regarder à l'intérieur des maisons parce qu'on comprend aussi comment ce que les gens aiment mettre sur leurs murs, puis qu'est-ce que ça révèle sur eux, quelle couleur ils aiment, qu'est-ce qu'ils mangent. Est-ce qu'ils sont plusieurs à table? Est-ce qu'ils parlent fort? Est-ce qu'ils ne parlent pas du tout? Tout ça, pour moi, c'est des indices. Alors, je trouve que avoir les antennes toujours allumées, c'est un bon truc pour avoir des choses à écrire après.
Bon, c'est une question qui va peut-être être un peu abstraite, mais je pense qu'elle est utile et nécessaire. Tu parles d'observer pour nourrir la création, nourrir l'écriture. Comment on fait pour observer, mais vivre dans le moment présent quand même? Parce que, tu sais, je sais, par exemple, quand on a, 10, 11, 12, 13, 14, même encore à notre âge, on est juste dans le moment. On vit des choses. Mais si on a envie d'écrire, il faut observer aussi. Fait que, bref, je repose la même question. Comment on fait pour observer puis être quand même dans le moment présent puis continuer à avoir du plaisir? Ah oui, bien c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Parce que peut-être que moi, j'ai un peu de problème des fois à être dans le présent parce que je suis un peu toujours dans l'analyse. Mais je pense que la jeunesse a cet immense avantage d'avoir une mémoire très fraîche. Mais ce que je faisais quand j'étais adolescente, c'est... par exemple, quand il y avait des parties, des fêtes avec des amis, bien, moi, je rentrais à la maison puis je m'empressais d'écrire tout ce qui s'était passé pendant la soirée. Qui portait quoi, puis comment ça se passait, puis qu'est-ce qu'ils se sont dit, puis quelle chanson on a écouté. Et j'essayais de le livrer aussi avec l'émotion que je ressentais dans le moment, cette euphorie-là d'être ensemble. Ou, des fois, c'était pas une liste exhaustive de tout ce qui s'était passé, mais les choses qui... Les détails. Les détails. Et après ça, tu peux les amalgamer. Voilà. Ah ouais, exact. Je comprends. Bon, est-ce que tu as des rituels d'écriture, Fanny Britt? Bien, je suis pas la plus rituelle des auteurs parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des rituels très élaborés, de la sorte de thé qu'ils boivent, puis dans quelle tasse, puis à quelle heure et tout ça. Oui. Okay. Puis je comprends ça parce que j'ai un petit côté, j'aime la répétition, mais moi, ce que j'aime faire, c'est manger du chocolat. J'écris, c'est mon truc. Puis je cache du chocolat un petit peu partout dans la maison, sinon mes fils... le trouvent et me le volent impunément. Ils ne demandent même pas la permission, puis là, ils volent les petits chocolats. Donc, je les cache dans des pots, dans des tiroirs. Puis là, ben, quand je suis à mon bureau puis que je travaille à un moment donné, je fais comme... je mérite un chocolat. Puis là, tu y vas. Je vais me chercher un chocolat. C'est bon, c'est ça, ça prend des motivations. En terminant, bon, on en a parlé un petit peu là, quand même de cette idée des personnages. Comment tu sais que tu as réussi à créer un personnage qui est viable sur le long terme d'une écriture ou d'un livre ou d'un roman ou d'une pièce de théâtre ou qu'importe? Bien, ça, c'est une excellente question parce que ça arrive des fois qu'on se trompe de chemin avec un personnage puis qu'on crée quelque chose qui nous, finalement, qui se tarit assez vite, qui nous inspire pas. Mais moi, je pense qu'on sait qu'on tient un bon personnage quand il se met à parler tout seul dans notre tête. C'est quand on est capable de dialoguer avec lui puis qu'on ne sent pas que c'est nous qui lui mettons des mots dans la bouche, mais qu'on sent qu'on a comme... La pâte à modeler, là, on l'a placée, puis on l'a modelée assez pour qu'il se tienne debout. Et là, à partir de là, c'est lui qui nous nourrit, parce qu'on a fait quelque chose de tridimensionnel. C'est pour ça que c'est bon de nourrir, de prendre des notes à l'avance, même si on pense que ça servira à rien, d'écrire des fois ce qu'on appelle le backstory d'un personnage. Donc, des détails sur son enfance, sur ses origines, qui ne seront pas dans le livre, mais que nous... on utilise pour nourrir ce qu'on connaît de lui. C'est ça qui le rend vrai, humain, complet. Bon, c'est l'heure de passer à la pratique. Merci, Fanny Britt, pour cette conversation-là. J'espère que ça vous a plu à celles et ceux qui nous regardent, ici et ailleurs.